19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 28 février 2024. Les élèves de l'Institut d'agriculture, de l'élevage et d'environnement IA2E ont effectué ce matin une visite terrain au niveau de l'Institut agronomique privé professeur Dove. Ceci pour échanger et partager les expériences entre les deux établissements. Asma Oussedou, Ibrahim Abdou. Cette sortie sur le terrain des élèves de l'Institut d'agriculture, d'élevage et d'environnement IA2E marque ainsi le début des visites terrain dans le cadre de la formation de ces élèves. Cette visite a conduit successivement ces élèves au centre de formation et d'éducation Beresouassa, puis à l'Institut agronomique privé professeur Dove, en passant par le jardin des cours pratiques du centre Dove. Objectif, constater la réalité du terrain. À ce niveau précis, ces élèves ont reçu d'amples explications de la part du directeur technique Issaka Ousseini. Après avoir été bien édifiés, les responsables et élèves de cette école nous livrent leurs sentiments. On est un institut qui est là-bas avec toutes les commodités, mais ici on a trouvé des choses encore qu'on n'avait pas là-bas. On a le terrain de TP, mais ici on a trouvé un terrain encore plus spacieux que le nôtre. Certes, toutes les spéculations qu'on apprend à nos élèves et que nos élèves utilisent là-bas sont encore ici. Et je profite aussi pour dire qu'on est là en train de tisser des partenariats avec l'Institut Dove. On a appris beaucoup de choses sur la pratique parce que vraiment, tant qu'on est dans une école professionnelle, on a vraiment besoin de la pratique. Donc ils nous ont accueillis, ils nous ont présenté comment ils sont en train de dérouler leur activité. Bon, on a vu plein de choses. C'est vraiment un acquis pour moi. Il y a des trucs que je ne connais pas, mais ici ça va. J'ai retenu des trucs. J'ai vu qu'il y a surtout la pratique, comme c'est la base de notre filière. Après le bac, Inch'Allah, je peux m'inscrire ici. Quelle est la particularité de cette université spécialisée dans le domaine de l'agriculture avec les autres instituts? Réponse avec le directeur général de l'Institut agronomique privé, professeur Dove. Cette visite va leur permettre, après leur bac, de voir si les filières que nous offrons sont des filières intéressantes pour eux. Et pour rappel, l'Institut agronomique privé professeur Dove forme uniquement dans l'horticulture, qui est une partie de l'agriculture qui concerne le maraîchage, l'arboriculture et la floriculture. Mais étant donné que la floriculture ne nourrit pas son homme, on ne met pas beaucoup d'accent sur la floriculture, on met plus l'accent sur le maraîchage et l'arboriculture. La chose qui particularise notre institut, c'est que nous accordons plus d'importance à la pratique. Donc nous avons 75% de cours pratiques contre 25% de cours théoriques. Et au niveau de l'Institut agronomique privé professeur Dove Pasternak, vous avez vu, nous avons toutes les commodités nécessaires pour permettre à nos étudiants d'acquérir les connaissances nécessaires. Et nous sommes très satisfaits, d'abord du point de vue qualité des élèves, et nous encourageons et nous félicitons la fondatrice de l'Institut d'agriculture, d'élevage et d'environnement de Niamey, qui a bien voulu faire cette visite qui honore l'Institut agronomique privé professeur Dove. Former des techniciens qualifiés capables de transformer le système de production d'une agriculture de subsistance en une agriculture orientée vers le marché, développer et disséminer des meilleures pratiques pour favoriser la prospérité des producteurs. Telles sont entre autres missions assignées à l'Institut agronomique privé professeur Dove. Parlons santé dans cette édition. Maladie chronique, le diabète est une maladie qui se caractérise par un taux élevé du sucre dans le sang. Quelles sont les causes de cette maladie? Quelles sont les conséquences? Comment prévenir cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de notre stagiaire Lelatou Garba et Nasser Sedou.
Dû à une consommation abusive du sucre, le diabète est une maladie qui est trop courante dans nos sociétés. Elle s'attaque très souvent aux personnes d'un âge avancé. Cette maladie fait malheureusement beaucoup de victimes. Le diabète, c'est une maladie chronique, donc il faudrait peut-être commencer par là, que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui évolue longtemps et dont on ne guérit pas dans la plupart des cas. Bon, disons qu'on ne guérit pas, mais il est vrai, il y a d'autres maladies, il y a d'autres formes de diabète qui sont secondaires. Il suffirait seulement de traiter la cause et puis bon voilà, on guérit. Mais pour le type de diabète chronique dont on ne guérit pas, et ça peut évoluer en consommant beaucoup de sucre, donc le diabète peut se déclencher. Maintenant, pour les autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de prédisposition au diabète, donc l'hyperconsommation en sucre peut aussi déclencher pendant un laps de temps, durant cette période, peut entraîner quelques bobos dans l'organisme. Ça peut toucher aussi plein d'organes. Nous avons entre autres le cerveau, nous avons les yeux, nous avons les reins, nous avons aussi le cœur que ça peut toucher. Et pour les reins, ça peut entraîner une insuffisance rénale chronique qui peut faire l'objet d'une dialyse et qui peut même conduire à une greffe donc des reins. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du cerveau, bien entendu, c'est lorsque vraiment le diabète est associé avec d'autres facteurs de risque que ça peut entraîner un AVC. D'après le docteur Fumukoy, le diabète est causé par plusieurs facteurs dans la consommation du sucre. Par ailleurs, plusieurs modes de prévention sont recommandés. Bon, pour le diabète, la prévention, bon, c'est vraiment le mode de vie. Hein. Il faudrait le rappeler, il y a deux types de diabète, d'accord ? D'une manière générale, il y a le diabète type 1, là on ne peut rien, c'est une maladie de manque du sport, l'alimentation, parce qu'on mange trop gras, trop sucré. Et puis, c'est surtout ça, je pense, hein, les facteurs de risque donc, du diabète. Donc pour éviter ce diabète, il suffirait seulement d'éviter, c'est-à-dire de revoir, si vous voulez, ou bien de changer son mode de vie. Il faut faire du sport. Ne restez pas sédentaire, il faut faire du sport, il faut manger moins gras, moins sucré d'une manière générale. Évitez de prendre du poids parce que le surpoids et l'obésité constituent aussi des facteurs de risque pour le diabète type 2. Ainsi, il est à retenir que le diabète est une maladie grave qui peut avoir des lourdes conséquences sur la vie humaine. D'où la nécessité de prendre avec intérêt les conseils d'un médecin. Réduire naturellement la viscosité du sang, le bissap est une boisson riche en vitamines et en calcium. Les marchés de Niamey, à l'approche du mois béni de Ramadan, sont inondés par ces fleurs de hibiscus. C'est un reportage de notre stagiaire Nana Firdoussou Saleh et Soumaïla Abdoulaye. Le bissap, également connu sous le nom d'hibiscus, est une boisson populaire dans de nombreux pays. Elle est faite à base du calice, des fleurs de l'oseille. La consommation du bissap est d'une grande importance pour l'organisme. Les bienfaits du bissap, effectivement, avec le mois de Ramadan, on va observer une grande consommation de cet aliment-là. Et cet aliment, généralement consommé sous la forme de jus. Donc le bissap, sous la forme de jus, comporte un certain nombre d'avantages. Le premier avantage du bissap, c'est que le bissap il est très riche en vitamines. Et parmi les vitamines qu'on va avoir dans le bissap, il y a essentiellement deux grandes vitamines, la vitamine A et la vitamine C. Donc lorsque on consomme le bissap, on va avoir la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines sont importantes pour renforcer le système immunitaire. Ces vitamines sont importantes pour
corriger les troubles visuels. Ces vitamines sont importantes pour favoriser la croissance chez les enfants. C'est pour dire que le bissap a son importance par rapport à cela. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, on a également des sels minéraux qu'on va avoir dans le bissap. Parmi les sels minéraux qu'on a dans le bissap, il y a des sels minéraux comme le calcium et des sels minéraux comme le fer qu'on va. Cependant, malgré ces nombreux bienfaits, la consommation du jus de bissap pourrait avoir des conséquences néfastes à l'organisme. C'est pourquoi le nutritionniste conseille les consommateurs à ne pas abuser. Le principal inconvénient associé au bissap, c'est que nous consommons le bissap sous forme de jus et malheureusement nous ajoutons beaucoup trop de sucre. Et le sucre, c'est vraiment pas notre meilleur allié pour avoir une santé de fer. C'est pour dire que le bissap, le sucre qu'on ajoute dans le bissap fait en sorte que le bissap devienne très énergétique et du coup pour certaines catégories de personnes, le bissap doit forcément être évité. Lorsqu'on consomme beaucoup de bissap avec beaucoup de sucre, donc il faut forcément exclure de la consommation de cet aliment-là des personnes qui sont diabétiques. Également, les personnes qui sont en excès de poids doivent forcément éviter la consommation du bissap avec trop de sucre, sinon il y aura une augmentation du poids. On a également le fait qu'en ajoutant beaucoup trop de sucre dans ce bissap-là, on peut également être confronté à des troubles digestifs. Les vertus du jus de bissap poussent beaucoup de consommateurs de prendre cette boisson dont les ingrédients sont disponibles sur les marchés. Seulement les clients qui se font rares ces derniers temps. Vendant le hibiscus, c'est les jeunes de Karibongo qui l'amènent et l'on achète au marché de Dori. Les hibiscus sont très abordables pendant la saison des pluies, mais maintenant ça manque. Les difficultés rencontrées sont la mévente et la rareté des clients. Depuis ce matin, je n'ai rien vendu. Le bissap est produit au Niger dans toutes les régions pendant la saison des pluies ou au moment des cultures irriguées. Nous en venons au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite cette semaine d'expropriation pour cause d'utilité publique, un thème développé par Maître Alfred Goubagé, juriste président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Il faut dire que l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure que l'État ou bien que la loi a prévue et qui permet à l'État de pouvoir toucher les biens des citoyens. Mais cela est encadré par la loi, comme je l'ai dit tantôt. Parce que la propriété, elle est sacrée. Et c'est en ce sens que l'article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En termes clairs, la propriété elle est sacrée et personne ne peut être contraint à céder cette propriété-là si ce n'est que cette personne a été préalablement, d'abord pour une cause d'utilité publique et deuxièmement, après une juste et préalable indemnité. Donc cela montre toute la valeur ou la sacralité du droit de la propriété. Et l'article 544 du Code civil dispose que, ou bien nous donne la définition de la propriété, en disposant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Je voudrais que vous souligniez la manière la plus absolue. C'est pour montrer toute la grandeur du droit de la propriété. Vous êtes libre de disposer de votre bien tel que vous l'entendez. Mais attention, à condition de ne pas se heurter aux interdictions, ce que la loi a interdit. Alors, donc, je place ce décor pour montrer déjà la sacralité de la propriété privée. Et l'expropriation pour cause d'utilité publique, si on peut le dire ainsi, est en contradiction avec la propriété. Parce que elle est une procédure qui vient porter atteinte.
Mais fort heureusement, ces dispositions du Code civil que nous venons de citer tantôt ont prévu des mécanismes tels que la juste et préalable indemnité et la question de l'utilité publique ou bien de la cause publique. Donc, c'est en ce sens que il y a un certain nombre de textes qui organisent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger. Et je voudrais citer premièrement la Constitution du 25 novembre 2010, qui est la loi fondamentale. Et si vous avez constaté, à chaque fois que les juristes interviennent ou interprètent des textes, ils sont obligés de recourir à cette loi fondamentale, puisque c'est elle qui donne naissance, ou bien c'est d'elle qui découlent les autres textes. Donc vous avez la Constitution du 25 novembre 2010. Vous avez également la loi numéro 2008-37 du 10 juillet 2008, modifiée et complétant la loi numéro 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Donc voilà les textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire ce thème. Alors, au thème de cette loi 2008-37, qu'est-ce qu'on entend par expropriation pour cause d'utilité publique? Et c'est à ce sens que l'article 1er nouveau de cette loi définit l'expropriation comme étant la procédure par laquelle l'État, dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraint toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble. Donc, l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est cette procédure par laquelle l'État, dans un but d'utilité publique, contraint toute personne de lui céder la propriété d'un immeuble. L'immeuble appartient logiquement à un citoyen, mais l'État, au vu de l'intérêt général, au vu de l'utilité publique qui est en face, requiert le consentement ou bien demande au propriétaire de lui céder la propriété de l'immeuble. Donc vous voyez un peu le choc qu'il y a entre la sacralité du droit de la propriété et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, avant de commencer à exproprier, l'État est obligé de suivre une certaine procédure définie par la loi. Et c'est en ce sens que les textes ont prévu les mécanismes par lesquels l'expropriation doit se produire, c'est-à-dire la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et dans cette procédure, nous avons trois phases. Il y a la phase des conditions légales préalables, la phase administrative et la phase judiciaire. Maintenant, s'agissant des conditions légales préalables, là, nous avons également 3 points qu'il faut souligner. Le premier point, c'est que l'expropriation doit d'abord être déclarée d'utilité publique, puisque c'est l'utilité publique qui permet, c'est l'intérêt général. L'intérêt général surpasse l'intérêt particulier. Donc l'État, c'est au nom de tous, c'est au vu de l'intérêt de tous, l'intérêt de la nation, qui prime sur un intérêt particulier. C'est à ce sens que l'État peut demander à un citoyen de lui céder la propriété de son bien. Donc la première condition, c'est celle de la déclaration de l'utilité publique. Et cette déclaration d'utilité publique intervient par un décret sur initiative conjointe du ministère ou bien du ministre des Finances et du ministre de la compétence duquel relèvent les travaux à exécuter. C'est les deux qui initient le projet du décret. Donc, et l'adoption du décret est subordonnée à l'inscription au budget de l'État des crédits prévisionnels destinés au paiement des indemnités. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait cette déclaration, qu'il y ait ce décret qui déclare d'utilité publique cette mesure. Donc, l'expropriation suit ensuite une phase qui est l'ouverture d'une enquête publique. Alors, dans cette phase d'enquête publique, qui doit durer
en fait, qui a un délai de 2 mois et qui peut être prorogé de 15 jours. Alors, dans cette phase, on donne connaissance aux citoyens par la voie de la publicité. La publicité peut se faire par voie d'affichage ou bien par les médias, à la télévision, à la radio, etc. Pour que les citoyens puissent prendre connaissance du projet d'expropriation. Parce que si les citoyens ne sont pas au courant, vous voyez, cela peut créer un choc. C'est pourquoi la loi donne obligation à l'État de mettre à la connaissance des citoyens cette procédure d'expropriation ou bien l'expropriation envisagée afin qu'ils en prennent connaissance. Maintenant, dès l'ouverture de l'enquête, un dossier comprenant l'avant-projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains nécessaires à la réalisation est déposé à la mairie. Et vous voyez là, à ce niveau, les citoyens peuvent le consulter et connaître quels sont les domaines privés, quels sont les immeubles qui sont concernés par cette procédure d'expropriation. Et enfin, la dernière étape de cette première phase, qui est exigée par la loi, c'est l'adoption d'un décret qui désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable. Une fois que la déclaration d'utilité publique est faite, une fois que la publicité est faite, il faudrait maintenant un décret qui désigne ces propriétés qui sont concernées par l'expropriation. Donc voilà la première phase de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Maintenant, la deuxième phase, c'est ce que nous appelons la phase administrative. Et dans cette deuxième phase, ce qu'il faut noter, c'est qu'une commission doit être mise en place. Et au terme de la loi 2008-37 citée, voici la composition de cette commission. Elle est composée d'un président qui est le préfet et des membres. Un responsable du service de domaine, le maire ou les maires ou leurs représentants lorsque le terrain en cause est situé dans une ou plusieurs communes, un ou deux députés de la région désignés, un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, un responsable du service de l'urbanisme, un responsable du service de l'habitat, le chef du canton ou du groupement ou leur représentant et un représentant de la commission foncière. Maintenant, quel est le rôle de cette commission? La commission cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à calculer d'après les bases spécifiées. Donc, puisqu'il s'agit de l'expropriation et qu'il y a une indemnité qui doit être allouée aux personnes dont les biens seront susceptibles d'être expropriés. Donc, la commission cherche, l'accord des parties cherche à chercher quel est le canton ou bien le montant qui doit être attribué à ces personnes. Donc, elle a pour mission de réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à devoir aux propriétaires des terrains expropriés. Et l'article 10 de la loi prévoit des mesures pour la protection devant la commission de la conciliation des droits des mineurs, des incapables ou des interdits, voire même ceux des personnes hors du territoire national n'ayant pas laissé de mandataire. Et tout ceci dans le but de protéger la propriété privée. Vous savez, dans ce rôle, la commission peut avoir le consentement des personnes dont les biens ont été touchés par cette procédure d'expropriation. Ces personnes peuvent accepter le montant qui leur est proposé. Tout comme les personnes peuvent refuser ces montants. Maintenant, en cas de conciliation, l'expropriant et la personne expropriée, entre les deux, disons, en cas de conciliation entre les deux, la commission dresse un procès verbal. Donc c'est acquis. L'expropriant, qui est l'État, a proposé un montant et l'exproprié a accepté. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau, puisque la commission a pu faire l'accord des parties. Mais que va-t-il se passer s'il y a non-conciliation? Parce que l'exproprié peut contester le montant, peut ne pas accepter le montant qui lui a été proposé. Donc, en cas de non-conciliation, la commission dresse également un procès verbal de non-conciliation, lequel permet à l'expropriant de saisir le juge des expropriations. Donc, vous voyez en termes clairs que dès l'instant où cette commission mise en place n'a pas pu avoir le consentement des citoyens sur le montant proposé, eh bien, elle dresse un procès verbal. Maintenant, c'est ce procès verbal que l'expropriant, qui est l'État, utilise pour saisir le juge des expropriations. Donc, ce qui nous conduit à la troisième et dernière phase de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Donc nous avons vu les conditions légales préalables, nous avons vu la phase administrative avec la mise en place de la commission qui devait chercher la conciliation ou bien l'accord des parties sur le montant. En cas de non-conciliation, cette commission dresse un procès verbal, ce procès verbal qui permet à l'État de saisir le juge des exploitations, ce qui est la troisième phase, qui est la phase judiciaire. Maintenant, s'agissant de cette phase judiciaire, l'article 11 de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 cité dispose que l'expropriation est prononcée et les indemnités sont fixées par un magistrat du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, appelé juge des expropriations. Ce magistrat est désigné par le président de la cour d'appel pour une durée de 2 ans. Le juge d'expropriation est saisi à travers le procès verbal de conciliation qui lui est transmis par la commission de conciliation. Maintenant, en cas de conciliation devant la commission, le juge des expropriations qui est saisi du procès verbal, l'entérine tout juste. Il constate juste que l'expropriant et l'exproprié se sont entendus et l'expropriation est acquise. Donc, vous voyez là, il n'y a pas véritablement de jugement à faire. Mais, que va-t-il se passer si c'est le cas contraire? Donc, là maintenant, par contre, lorsque les parties ne se sont pas entendues devant la commission sur le montant de l'indemnité, l'expropriant assigne les titulaires des droits devant le juge des expropriations aux fins de jugement. Ça, c'est s'il n'y a pas de conciliation. On assigne les propriétaires devant le juge des expropriations qui est le juge désigné par le président de la cour d'appel. Et l'assignation fera mention de l'indemnité. Donc, dans cette assignation, il y a un certain nombre de points qui doivent figurer dans cette assignation. Donc, il y a par exemple la mention de l'indemnité qui a été proposée à l'exproprié. Les indemnisations qu'il réclame. Qu'est-ce que lui, il réclame en termes d'indemnisation? Et la désignation, ou bien si vous voulez, ça c'est avant qu'un expert ne soit commis en fin d'évaluation. Puisque l'État a proposé, l'expropriant a contesté, et donc le juge va désormais, donc là c'est en cas de non-conciliation, désigner un expert qui va, cette fois-ci, faire une expertise pour voir quelle est la valeur réelle. Puisqu'il y a contentieux. L'État a proposé, l'expropriant n'a pas accepté, donc le juge des exploitations désigne un expert qui va lui faire une expertise sur la valeur réelle du bien à exproprier. Donc, cet expert dépose le rapport de son expertise qui permettra au juge des expropriations de se prononcer. Donc, à ce niveau, l'expert déposera son rapport dans un délai d'1 mois, au vu duquel le juge de l'indemnité a le devoir ou bien se prononce sur l'expropriation par ordonnance. Donc là, il est clair que dès l'instant où cet expert finit son travail, qu'il dépose le juge, dans un délai d'1 mois, le juge doit prononcer l'expropriation. Et dans le délai d'1 mois après l'ordonnance, le juge peut envoyer ou bien peut renvoyer l'expropriant en possession. Cela veut dire tout simplement, une fois que l'expert est désigné et que l'expert ait produit son rapport d'expertise, le juge des expropriations a une base pour se prononcer. Et dès l'instant où ce rapport a été présenté, après un délai, ou bien dans un délai d'1 mois, le juge peut renvoyer désormais l'État en possession définitive de ce bien. Donc vous voyez, la procédure en fait, elle est complexe. Et en ce sens, dès l'instant où il n'y a pas acceptation, le juge est saisi du PV de non-conciliation, il désigne un expert, et cet expert donne toutes les informations sur la valeur du bien, qui permettra au juge désormais de se prononcer par ordonnance. Et une fois qu'il prend son ordonnance, dans un délai d'1 mois, l'État peut être désormais propriétaire de l'immeuble en question. Donc, vous voyez déjà qu'il y ait consentement ou pas, une fois que le juge ait désigné l'expert, il donne un montant, il propose, c'est lui puisqu'il a toutes les informations, il donne maintenant lui-même l'indemnité au requérant ou bien à l'exproprié, disons, à l'exproprié. Et donc, l'État devient désormais le propriétaire de l'immeuble. Et je voudrais finir sur les recours en matière d'expropriation, puisque le citoyen a la possibilité de saisir les juridictions pour contester. Donc, suivant les dispositions de l'article 12 alinéa 6 de la loi 2008, du 10 juillet 2008, l'ordonnance d'expropriation
ne peut être attaqué que par voie de recours devant la Cour de cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Ça veut dire qu'une fois que le juge des expropriations a prononcé l'ordonnance donnant l'État la propriété de l'immeuble en question, le citoyen peut cette fois-ci, s'il estime qu'il a contestation, saisir la Cour de cassation. Et même en saisissant la Cour de cassation, il ne la saisit pas sur toutes les matières. La loi 2008 citée a circonscrit l'action du requérant dans un domaine. Cette loi dit que le citoyen ne peut saisir la Cour de cassation que pour incompétence, si ce n'est pas le juge qui a compétence pour trancher, pour juger l'affaire. Ou bien que quand il y a excès de pouvoir. Et enfin, où il y a vice de forme, c'est-à-dire la procédure qui devait être suivie n'a pas été respectée. Donc vous voyez que là, ce n'est pas une contestation du montant, ce n'est pas une contestation du bien fondé de la procédure, mais seulement vice de procédure, on n'a pas respecté la procédure, ou bien le juge qui s'est prononcé, ce n'est pas en réalité le juge qui doit se prononcer, ou bien quand il y a incompétence ou excès de pouvoir, on a outrepassé ses pouvoirs. Voilà les seules conditions dans lesquelles on peut contester l'expropriation. Donc, vous voyez que c'est vraiment des procédures complexes que les citoyens, ou bien des choses que les citoyens doivent apprendre, doivent connaître, afin de savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, de par la loi de la République, puisque tous les citoyens sont égaux devant la loi, nous sommes sous une même loi, et c'est pourquoi nous devons connaître ces lois, afin de savoir quand est-ce que nous pouvons contester, quand est-ce que nous pouvons réclamer nos droits quand ceux-ci sont bafoués, et quand est-ce que nous pouvons accepter des choses si c'est la loi qui nous demande de les faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger.